Bonjour, septième cours de culture scientifique, deuxième partie, une histoire de l'électricité, et aujourd'hui c'est la mathématisation de l'électricité. Donc la mathématisation de l'électrostatique, la détermination de la loi de la force électrique entre deux charges par Coulomb en 1785, avec cette analogie étonnante mais pas surprenante, vu le rayonnement de la mécanique newtonienne, cette analogie avec la force de Newton, la force gravitationnelle de Newton. Donc voilà, le premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme de Coulomb. Donc Charles-Augustin Coulomb, né en 1736 et mort en 1806. On voit cette balance de Coulomb, la construction et usage d'une balance électrique fondée sur la propriété qu'ont les fils de métal d'avoir une force de réaction de torsion proportionnelle à l'angle de torsion. Il explique un peu ce qui va se passer dans son expérience. Donc publication de 1785, la fameuse école de Mézières, où a travaillé Coulomb. La loi de Coulomb, donc lorsque vous placez deux charges électriques, deux charges Q1 et Q2, proches, distantes de R12, une distance, et bien vous voyez cette loi Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, R12 au carré. Donc on retrouve un peu grand M, petit m sur grand G. La distance au carré, grand G, grand M, petit m sur D au carré, la distance entre deux corps ayant des masses. Donc c'est étonnant, cette analogie avec la force de gravitation. Voilà. La balance de Coulomb, donc voilà une balance ancienne que l'on a encore dans certains lycées. Je me souviens être allé à un lycée Angoulême où ils avaient encore cette balance dans une armoire. Donc c'est deux charges de même signe qui se repoussent. Donc on voit ici le fil de torsion, on voit les deux charges, il y a une balance ici avec un tube métallique au bout, et on va charger ici et charger ici cette boule, et ils vont se repousser. Deux cylindres en verre posés l'un sur l'autre assurent une protection contre les courants d'air. Une balance cylindrique porte des graduations une bande cylindrique, porte des graduations de 0 à 360 degrés. Un micromètre et un système d'attache d'un fil d'argent. Un bras horizontal accroché au fil d'argent avec d'un côté une balle de sureau et de l'autre un disque de papier. Une deuxième balle de sureau fixée au bout d'une tige peut être introduite dans un petit trou dans le couvercle. Avant de commencer son expérience, Coulomb s'assure que la torsion du fil est nulle et que la balle dite fixe est située en face du zéro de sa graduation. Donc le bras libre atteint une position où la torsion du fil est nulle. Une balle est insérée. On voit là. Il a attendu que ça soit fixe. C'est fixe. On introduit une balle. L'expérimentateur électrise une tête d'épingle. Il vient la mettre au contact de la balle fixe. Donc la force de répulsion écarte la balle mobile, ils ont même charge. L'observation de l'angle s'effectue en alignant le fil, un diamètre de la balle et la graduation. La première mesure de l'angle est par exemple 36 degrés. Après avoir tourné le micromètre d'un angle calculé, on tord le fil par exemple de 126 degrés. Une nouvelle mesure permet d'observer un angle moitié du précédent, 18 degrés. C'est la deuxième mesure. Pourquoi 126 degrés? Car 126 degrés plus 18, ça fait 144. Et 144, c'est 36 fois 4. Pour un angle entre les balles divisé par 2, la force, ou l'angle de torsion, c'est ici la même chose, est donc quadruple, 4 fois plus élevé. L'expérience se termine par la troisième observation. Tord le fil de 597 degrés. Les deux balles se sont rapprochées de 8 degrés 30. L'explication est le résultat. Les lois de la torsion appliquées à ce fil d'argent au diamètre connu permettent à Coulomb d'évaluer la force électrique présente. Un calcul très simple montre qu'en passant de la première position 36 degrés à la seconde 18 degrés, soit la moitié de 36, la force de répulsion est quadruple, 4 fois plus élevée. La troisième et dernière position 8,5 degrés n'est pas exactement la moitié de la seconde, à 0,5 degrés près. Aux imperfections inévitables près, la force de torsion est encore 4 fois plus élevée. À partir de ces trois seules mesures, Coulomb affirme avoir fondé par l'expérience sa loi fondamentale de l'électricité. La force de répulsion varie en fonction de l'inverse du carré des distances, une loi 1 sur D2. À l'origine de l'électrodynamique maintenant, donc on va quitter l'électrostatique avec cette mathématisation de la force entre deux charges électriques, avec la pile de Volta en 1800, très important moment, puisque avant on ne pouvait pas faire circuler de l'électricité dans un fil, c'était une décharge électrique, électrostatique. Et électrodynamique, ça bouge dans un fil. Mais avant la controverse la pile de Volta, la controverse entre Luigi Galvani et Alessandro Volta autour de l'électricité animale.
Donc il y a une controverse entre le conservateur, Université de Bologne en Italie de Luigi Galmani, et le libéral Alessandro Volta, Université de Pavie en Autriche à l'époque peut-être. Donc on voit l'expérience sur l'électricité animale de Luigi Galmani en 1786, un petit film qui nous montre ce qu'est l'électricité animale. Et puis il y a cette controverse va se conclure en comprenant que c'est la même électricité. Il n'y a pas une électricité animale et une électricité qu'on trouverait lorsqu'on fait des expériences. Non, c'est la même électricité. Donc Alessandro Volta, on le voit montrant sa pile à Napoléon en 1887, c'est un tableau de Bertini. Donc cet homme est devenu très célèbre avec sa pile zinc-argent, une accumulation de disques, et ça va nous permettre d'avoir de l'électricité qui court dans un fil. Donc c'est l'imitation de l'organe de la rétorpille produisant de l'électricité, ce petit film nous le montre. Chamy nous le reprécise. L'expérience d'Oersted, donc très important aussi, un lien expérimental entre électricité et magnétisme, ou les débuts du développement de l'électromagnétisme. Donc là, jusqu'à maintenant, on avait vu l'électrostatique, on a vu l'électrodynamique, ça circule dans un fil, mais il n'y a pas de lien pour l'instant entre électricité et magnétisme. Et là, Oersted nous montre le lien entre électricité et magnétisme. Donc c'est un Danois, Oersted, toujours fin du 18e, début du 19e. Donc en 1820, l'expérience de Oersted, on pense que c'est un peu une erreur d'expérimentale, sûrement. On a beaucoup d'anecdotes autour de cette expérience. Un courant électrique peut faire pivoter l'aiguille aimantée d'une boussole. Il aurait fait passer un courant électrique dans un fil en ayant posé une boussole à côté par hasard, et il a vu la boussole bouger, quoi. Donc il comprend qu'il y a un lien entre le courant électrique qui passe dans le fil et sa boussole. Donc ça pivote, l'aiguille aimantée d'une boussole va pivoter. Le manuscrit de Oersted de 1820, un petit film qui nous montre cette expérience. Et maintenant on arrive au grand personnage français, André-Marie Ampère, donc la théorie mathématique de l'électricité d'Ampère. Selon James Clerk Maxwell, celui qui va, à la fin du 19e, avec son livre en 1873, nous donner les équations de Maxwell, dit de Ampère le Newton de l'électricité, quand même. Alors, Ampère est un autodidacte, il n'est jamais allé à l'école, à Lyon, de famille aisée, il apprend à lire tout seul, il lit Buffon, Voltaire, Clairaut, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est un homme qui va très vite. Ampère s'initie au calcul différentiel intégral, Newton, lit la mécanique analytique de Lagrange, la philosophie, les sciences. Il n'y a pas de cloisonnement des disciplines chez lui, donc ce sont des gens omniscients, c'est des grands esprits. Donc son livre, Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques. Donc on peut lire les premières lignes. À l'époque, les travaux de Newton ont marqué dans l'histoire des sciences n'est pas seulement celle de la plus importante des découvertes. C'est étonnant, les livres de cette époque, je trouve ça très beau de prendre le temps de les lire. Donc il a écrit aussi bien sûr un livre sur la philosophie des sciences, exposition analytique d'une classification naturelle de toutes les connaissances humaines, donc de l'Académie royale des sciences, des sociétés royales de Londres et d'Édimbourg, de la société philosophique, de la société des scrutateurs de la nature, de la société, etc. etc. C'est étonnant, Ampère faisait partie de beaucoup d'associations. Un espoir de jeunesse, unifier électricité et magnétisme, 1802. Donc voilà 2 pages écrites de la main de Newton, difficiles à lire. Je lis simplement les commentaires en haut. Donc c'est des cartons qui sont présents à l'Académie des sciences où on peut voir les écrits d'Ampère. Ces 2 pages proviennent probablement de l'introduction de cet ouvrage inachevé. On voit qu'Ampère, depuis sa modeste école centrale de Bourg-en-Bresse, s'écarte radicalement de la théorie dominante de Coulomb qui fait intervenir des fluides électriques et des fluides magnétiques distincts. On était encore à l'époque des fluides. Ampère va plus loin en proposant d'expliquer non seulement l'électricité et le magnétisme, mais tous les phénomènes de la physique, comme la chaleur et la lumière, par une attraction unique au lieu de recourir à un fluide spécial pour la chaleur, le calorique, ou à des particules pour la lumière. En effet, justifie-t-il, si cette attraction est le moyen dont Dieu s'est servi pour compléter l'existence de la matière en unissant les molécules, elle doit être unique, universelle, constante. Voilà ce qu'il y a de marqué dans ces 2 pages. Alors je pense que c'est peut-être cet ouvrage non paru, je ne sais pas. Donc le rêve de jeunesse qu'on voit dans ces 2 pages, peut-être dans un manuscrit pas inachevé, pas publié. Le rêve de jeunesse, relancé en 1820, le premier mémoire sur l'électrodynamique. Donc en 1820, la découverte d'Oersted relance le rêve de jeunesse d'Ampère d'unifier l'électricité et le magnétisme. On peut le voir dès les débuts de la première version du manuscrit de son premier mémoire sur l'électrodynamique de septembre 1820. Donc voilà, on peut voir, dont le but général est d'établir l'identité de l'électricité et du magnétisme.
Expérience d'attraction et de répulsion entre courants du 25 septembre 1820, preuve de l'hypothèse de l'attraction des courants. Donc la force d'attraction courant de même sens et de répulsion courant de sens opposé entre les cadres étant 1 sur R2. Donc deux courants électriques s'attirent lorsqu'ils vont dans le même sens et inversement, des courants de sens contraire vont se repousser. Donc ça c'est une expérience cruciale aussi, très intéressante. Donc la formule fondamentale de l'électrodynamique. Cette page prolonge le raisonnement précédent. On y voit, en haut de la page, cadre rouge, les deux interactions non nulles, celle à gauche entre deux éléments parallèles, celle à droite entre deux éléments collinéaires. Les éléments sont notés ds et ds', et la distance qui les sépare est notée r. On suppose que la force entre éléments collinéaires est égale à k fois la force entre éléments parallèles, le facteur k restant indéterminé. L'interaction entre deux éléments parallèles de longueur ds et ds' parcourus par des courants d'intensité I et I', placés à la distance r, est considéré comme proportionnel à leur intensité, à la longueur des éléments, et inversement proportionnel au carré de la distance entre les éléments. L'addition de ces deux forces fournit la formule fondamentale recherchée au centre de la page, donc cette formule qui nous montre l'électrodynamique, qui illustre l'électrodynamique. Donc une propagation dans l'éther des actions électrodynamiques, ce fameux éther dont Einstein se débarrassera, ce fluide qui permet à la lumière de se propager dans le vide. La force d'Ampère que l'on a abandonnée aujourd'hui, la force d'Ampère est une attraction ou une répulsion instantanée à distance, comme la force de gravitation, mais dans ses manuscrits, comme dans sa correspondance, Ampère laisse clairement voir sa conviction que les phénomènes électrodynamiques doivent en dernier ressort s'expliquer par une propagation de proche en proche dans l'espace. Le support de cette propagation serait l'éther, ce fluide neutre et sans masse qui remplit l'espace et dont son ami Fresnel a fait le support des vibrations lumineuses. On voit Fresnel et l'optique. On ne peut se dispenser d'admettre que les mouvements des deux électricités dans ces fils se propagent tout autour dans le fluide neutre qui est formé de leur réunion et dont tout l'espace est nécessairement rempli lorsqu'on explique, comme on le fait ordinairement, les phénomènes de l'électricité ordinaire. En sorte que quand les mouvements produits ainsi dans le fluide environnant par deux petites portions de courant électrique se favorisent mutuellement, il en résulte entre elles une tendance à se rapprocher, ce qui est en effet le cas où on les voit s'attirer et que quand les mêmes mouvements se contrarient, les deux petites portions de courant tendent à s'éloigner l'une de l'autre. Ampère invente le solénoïde, on lui attribue l'invention du solénoïde, un circuit électrique en forme de spirale, une bobine, et son équivalence avec un aimant lorsqu'il est parcouru par un courant. Même courant dans les solénoïdes, attraction, sinon répulsion. Donc on voit l'analogie avec l'aimant, la célèbre règle du bonhomme d'Ampère, on voit le sens du courant, le champ magnétique et la force électromagnétique. Ampère réduit tous les phénomènes magnétiques à des effets purement électriques, équivalents solénoïde, aimant, grande étape. Le célèbre bonhomme d'Ampère, donc on le revoit, Oersted ayant montré qu'un courant électrique déviait une aiguille aimantée, Ampère énonce la règle qui définit le sens de cette déviation si on se place par la pensée dans la direction du courant, de manière qu'il soit dirigé des pieds à la tête de l'observateur et que celui-ci ait la face tournée vers l'aiguille, c'est constamment à sa gauche que l'action du courant écartera de sa position ordinaire le pôle nord de l'aiguille. C'est cette règle qui illustre ce schéma, il applique la règle générale au cas particulier du magnétisme terrestre, qu'il explique également par des courants électriques à l'intérieur de la Terre. Un homme couché sur le dos est traversé par un courant terrestre, en rouge, des pieds à la tête, il regarde une boussole placée au-dessus de lui. D'après la règle de l'observateur, l'aiguille prend la direction indiquée par son bras gauche, en jaune. Les courants imaginés par Ampère à l'intérieur du globe terrestre circulent donc d'est en ouest. On a donné l'unité du courant électrique du nom d'Ampère, à cette unité. Donc lui, il a opéré la première distinction entre les notions de tension et de courant, on mélangeait un peu les deux. On donnera son nom à l'unité de mesure du courant. Donc dans ce mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques, uniquement déduite de l'expérience de 1827. Ampère opère la première distinction entre les notions de tension et de courant. On voit l'intensité du courant dans un circuit fermé est partout de même conductibilité, laquelle dépend du diamètre et comme la force électromotrice divisée par la longueur du circuit. Cette définition comporte les éléments principaux de la loi d'Ohm. Voilà. Les intensités ne dépendent que de ce qu'il passe d'électricité en des temps égaux. La quantité compense la vitesse. C'est proportionnel à la quantité de mouvement pourvu que le passage soit complètement libre, c'est-à-dire le conducteur suffisamment gros. Cette définition correspond à la définition mathématique actuelle de l'intensité à partir de la charge électrique I égale Q sur T. Donc c'est quand même incroyable. Enfin, dans son traité, Ampère définit le courant électrique, un des susnommés, par la mesure de la force entre deux courants parallèles. Pour exprimer en nombre l'intensité d'un courant quelconque, on concevra qu'on ait choisi un autre courant arbitraire pour terme de comparaison, qu'on ait pris deux éléments égaux dans chacun de ces courants, qu'on ait cherché le rapport des actions qu'ils exercent à la même distance sur un même élément de tout autre courant. Dans la situation, il leur est
parallèle et où sa direction est perpendiculaire aux droites qui joignent son milieu avec les milieux des deux autres éléments. Ce rapport sera la mesure d'une des intensités en prenant l'autre pour unité. C'est le principe de la définition actuelle de l'unité d'intensité électrique à laquelle fut donné le nom d'ampère en 1880, toujours dans ce livre, Théorie des phénomènes électrodynamiques. Voilà, maintenant on va venir à Faraday, les formidables expériences de Faraday, induction et champ. Donc Michael Faraday, c'est aussi un destin scientifique étonnant, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de mathématiques, il n'est pas allé à l'école. Faraday quitte l'école à 12 ans, donc il ne va pas suivre d'études secondaires ni supérieures, et commence à travailler chez un relieur de livres à Londres. Donc le relieur se rend compte qu'il lit les livres, hein, il sait lire et il adore les livres, surtout les livres de sciences. Donc ce monsieur va être intelligemment, va le confier à Humphrey Davy, hein, le grand chimiste, qui va lui trouver à Michael Faraday un poste d'assistant à la Royal Society. Donc Faraday se passionne d'abord pour la chimie, puis découvre ce qui va le passionner toute sa vie, c'est l'électricité. Et pourquoi je mets la photo d'Albert Einstein? Parce qu'Albert Einstein était très impressionné par l'idée de Faraday de champ, qui est une idée très théorique, hein, puisque la notion d'un champ, la définition, c'est tout ce qui peut modifier l'état présent d'un point de l'espace. Donc on ne voit pas ce champ, mais lui a imaginé quelque chose qui pourrait être un champ. Alors on parle de champ électrique, champ magnétique, champ gravitationnel. Donc c'est quelque chose qui modifie les propriétés d'un point de l'espace. Eh bien Einstein, qui lui a énoncé la théorie la plus mathématique, hein, la relativité générale, qui est très très dure en maths, avec les notions de tenseur, vénérait cet homme qui lui n'avait aucune notion de mathématiques, mais qui nous avait laissé une notion incroyable, la notion de champ. La vérification de l'expérience de Hans Christian Ørsted par Faraday en 1821, la découverte du principe du moteur électrique. Donc on verra avec le conflit entre Nikola Tesla et Thomas Edison autour de cette notion de moteur qu'il va falloir pour appliquer l'électricité, donc alternatif au continu. Donc là, lui, il va nous montrer, hein, il va découvrir en 1821 le principe du moteur. Un fil conducteur trempe dans du mercure, une barre aimantée est immergée dans un bain de mercure, le fil est fixe. Dès que l'on établit le courant, l'aimant se met à tourner autour du fil. L'aimant est fixe. Dès qu'on établit le courant, le fil tourne autour de l'aimant, hein, les phénomènes symétriques. Donc un petit film pour montrer cette découverte du moteur électrique. Bien. La découverte de l'induction électromagnétique et des courants induits à août 1821 et du principe de la génératrice électrique. Donc l'induction, hein, lorsqu'on va faire bouger un aimant au cœur d'une bobine, il y aura induction, hein, une tension aux bornes de la bobine, et donc si on relie à un circuit, un courant qui peut passer. Il vient de montrer l'effet inverse, hein, avec le moteur et là la génératrice électrique. Donc petit film pour illustrer. En 1846, l'observation de l'interaction entre les lignes de force magnétique et la matière l'amène à la notion de champ, donc ce qui est fondamental, quoi. Et donc, comment on le voit? Autour d'un aimant, vous mettez de la limaille de fer, hein, sur une plaque de verre, et vous voyez cette limaille de fer s'orienter. Donc, il y a quelque chose qui l'oriente, il y a une force qui est due à la présence d'un champ. La limaille de fer s'aligne le long des courbes, reliant les deux pôles. Faraday affirme que ces lignes existent même en absence de limaille. Et bien sûr, le personnage le plus important au XIXe siècle autour de l'électromagnétisme, c'est évidemment James Clerk Maxwell. La mise en équation des phénomènes électromagnétiques, les équations de Maxwell, et comme conséquence, la prédiction de l'existence des ondes électromagnétiques. Donc 1831-1879, hein, il n'a pas vécu longtemps, 48 ans. Cet homme est né à Édimbourg, hein, il y avait une école écossaise. Famille d'avocats aisés, donc c'est quelqu'un aussi qui est aisé. Hein. Propos de son père en 1834, donc il a 3 ans sur sa curiosité. C'est un garçon heureux, il se porte beaucoup mieux depuis que le temps est meilleur. Il est très occupé avec les portes, serrures, clés, etc. Et montre-moi comment ça marche, ne quitte jamais sa bouche. Donc ça va être un enfant curieux. Sa mère, de nouveau, hein, combien de fois j'ai vu la vie de ces scientifiques avec une maman qui meurt très vite, hein, alors qu'il a 8 ans, c'est la fin de l'insouciance, il comprend la lourdeur de la vie. Études à l'université d'Édimbourg de 16 à 19 ans, puis au Trinity College, hein, de Cambridge jusqu'à 25 ans, beaucoup sont passés par là. James Clerk Maxwell se renseignant à l'université d'Aberdeen en 1856, il a 25 ans, puis à Londres au King's College, à la consécration à 30 ans. Le domaine familial de Glen Lair, hein, James Clerk Maxwell se retire à 34 ans, c'est l'analogue, hein, de la vie de Charles Darwin, je trouve, un même milieu, il se retire pour aboutir à son œuvre dans son domaine de Glen Lair. Donc il devient en 1871 à 40 ans directeur du Cavendish Laboratory, le grand laboratoire expérimental qui est à Cambridge. L'électron, je me souviens toujours de J.J. Thomson, un électron qui sera découvert dans ce laboratoire. Donc son ouvrage de 1873, hein, Treatise on Electricity and Magnetism, donc un traité sur l'électricité et le magnétisme, il pose, hein, la théorie électromagnétique. Les équations qui ne sont pas de lui mais de ses collègues, donc ils vont écrire différemment, hein, c'est les idées de James Clerk Maxwell.
petit film pour nous expliquer. Donc on voit les lignes de champ magnétique d'un aimant avec cette divergence de B égale 0. Hein. Les lignes de champ ne s'en vont pas, ne s'écartent pas à l'infini. Le ligne de champ électrique d'une charge électrique, hein, là c'est div de D est égal à quelque chose. Hein. Ça veut dire que le champ électrique, lui, est produit par une charge. Alors que div de B égale 0 nous montre qu'il n'y a pas de charge magnétique. Donc la formule de Maxwell-Gauss stipule que la divergence du champ électrique est proportionnelle à la distribution des charges électriques, avec le vecteur E qui est le champ électrique en volts par mètre, Q est la distribution des charges en coulombs par mètre cube, et la permittivité diélectrique du vide epsilon 0 en coulombs par volt par mètre. Voilà. Maintenant, les lignes de champ magnétique d'un aimant. Donc, la formule de Maxwell-Flux, aussi connue sous le nom de Maxwell-Thomson ou Maxwell-Kelvin, Thomson et Kelvin étant une et même personne, oui, tout à fait, stipule que la divergence du champ magnétique est nulle. En effet, les lignes de champ magnétique ne divergent pas, ne s'en vont pas vers l'infini, elles sortent d'un pôle positif pour aller vers l'autre, le pôle négatif. Cela signifie aussi qu'il n'existe pas de monopôle magnétique, nord ou sud. En effet, tous les aimants possèdent deux pôles. Remarque que l'aimant représente le pôle nord et sud magnétique, tandis que les petites aiguilles de boussole sur les lignes de champ indiquent le pôle nord et sud géographique. Lien entre électricité et magnétisme, dans la loi de Faraday-Maxwell, on voit un lien entre donc B et D. Hein. On relie magnétisme et électricité et on voit avec les rotationnels et avec E et B. Donc on voit bien le lien qu'il y a entre les deux. La formule de Maxwell-Faraday correspond au phénomène d'induction et stipule que le rotationnel du champ électrique E est inversement, signe moins, proportionnel à la variation du champ magnétique au cours du temps, dB sur dt. Cette équation signifie à Maxwell-Faraday que c'est la variation du champ magnétique qui produit un champ électrique et non le champ magnétique tout seul. Par exemple, une dynamo immobile sur un vélo n'alimente pas la lumière. En revanche, lorsque l'on roule, les lampes s'allument car il y a variation du champ magnétique. Donc, variation du champ magnétique, production d'un champ électrique, et le contraire. Hein. Les liens entre l'électricité et le magnétisme, loi de Faraday-Maxwell. Donc, il stipule que le rotationnel du champ magnétique, rot de B, dépend d'une variation du champ électrique au cours du temps et dépend également d'un courant électrique, donc I et E. Avec le vecteur B qui est le champ magnétique en Tesla, la constante μ0 qui est la perméabilité magnétique du vide en Tesla par ampère mètre, le vecteur J qui est le vecteur densité de courant, C qui est une constante, la célérité de la lumière, la vitesse de la lumière. Voilà, et dE sur dt, la variation du champ électrique au cours du temps. Sur le schéma ci-dessus, le fil où circule un courant est représenté par le point noir qui se trouve au milieu du cercle. Très bien. L'existence théorique des ondes électromagnétiques, donc le champ E et le champ B se propagent sur une direction X. Donc ça, c'est très important, on verra dans le cours suivant, qui a illustré, qui a montré l'existence des ondes électromagnétiques qui est à la base de tout notre système de communication. Je vous remercie. Au revoir.